et messieurs, bonsoir et bienvenue à Chemin Critique. Aujourd'hui, nous allons aborder une question fondamentale, celle de la gouvernance minière. Vous êtes sans ignorer que la guerre qui sévit aujourd'hui au Congo, une guerre qui voit déjà deux grandes provinces occupées par le Rwanda, cette guerre est d'abord et avant tout une guerre économique parce que, à l'origine, ce sont les ressources minières qui sont visées. Tout le monde l'a dit. Les Nations Unies, par le Conseil de sécurité, l'a répété, l'Union européenne l'a dit, l'Union africaine l'a dit, les Congolais les premiers à avoir dénoncé cela. Pas une guerre économique, donc l'approche doit être aussi une approche adaptée. Est-ce que le gouvernement de la République, ayant dit cela, est-ce qu'il a pris les décisions qu'il faut pour que cette guerre, qui est une guerre de rapine, une guerre de prédation, puisse non seulement s'arrêter, mais aussi ramener les produits miniers dans les circuits officiels d'un commerce équitable. Pour parler de ces dossiers sur les mines, j'ai le plaisir aujourd'hui d'inviter des confrères parce que les journalistes sont au fait des questions essentielles. Nous avons compris qu'il était quand même important de faire parler les experts, ceux qui ont l'information quotidienne, pour que la rumeur, pour que la spéculation et les informations non vérifiées ne puissent triompher. Alors, à votre gauche, à votre droite, à vous, à ma gauche, je voudrais recevoir quelqu'un pour la première fois sur ce plateau. C'est Mike Gardi Diana. Bonjour. Bonjour, M. Kalingai. Merci. Vous êtes journaliste, Lefté, oui. J'ai déjà entendu Lefté, et puis vous êtes à Zoom Echo. Exactement. Vous êtes un journaliste talentueux. Le nom de Diana n'est pas un nom inconnu. Ça me rappelle, moi, personnellement, des bons souvenirs. Alors, là où il est, il a fait du bon travail, et les vieux Diana. Même si je fais toujours un effort de sortir de cette pesanteur-là. Voilà, non, il n'y a pas de pesanteur quand on fait la continuité. Donc, les jeunes d'aujourd'hui estiment que porter un nom célèbre, c'est une pesanteur. Non, c'est une responsabilité. C'est ça, non? Je préfère le prendre comme ça. Merci beaucoup d'être là, Gardi Diana, parce que vous êtes un journaliste qui vous intéressez beaucoup aux questions économiques. Exact. À votre droite, le nom moins célèbre, Amédée Mouarabou, journaliste, patron de finances et entreprises, un journaliste qui est très connu pour sa plume. Il écrit beaucoup et il écrit souvent sur des questions essentielles. En tout cas, merci d'être là. Merci beaucoup. Ça va? Oui, ça va, ça va. La télévision, vous n'aimez pas beaucoup, hein? Oui. Bon, depuis un temps, on commence à y prendre plaisir. C'est la toute première fois d'être invité, d'avoir l'honneur d'être invité chez vous. Oh, merci, ça me fait plaisir, c'est un grand honneur. Et le plat de résistance à la fin, Faustin, ça qu'on ne présente plus, patron d'Eco-News, Faustin, en tout cas, merci d'être là. Merci à vous. Faustin, c'est un véritable chevalier de la plume, hein, comme on en parle. Vous avez quand même fait vos combats, vos guerres, vos premières armes dans un journal dont je ne cite pas le nom, mais vous avez été longtemps au potentiel. Et les gens se posaient la question, est-ce que Eco-News va tenir? Voilà, l'homme a tenu toutes les promesses. Aujourd'hui, c'est un média de premier plan, un média sur lequel, en tout cas, les dirigeants comptent beaucoup pour l'analyse et la fiabilité. Merci pour le fleur. Voilà, non, c'est... Venant de vous, je sais que c'est sincère. Je ne vous dis que la vérité. Merci. Alors, les amis, nous avons une responsabilité ce soir, c'est celle quand même de donner les clés de compréhension de cette situation. Depuis cette guerre, il y a eu l'émergence au niveau du ministère des Mines d'un nouveau ministre qui est arrivé, M. Kizito Pakabomba, qui a déjà commencé à prendre des décisions dans les secteurs des mines, mais des décisions qui sont quand même relatives à la sécurité. Parce que la question étant une question minière. Alors je voudrais d'abord que vous puissiez me dire quel est l'impact finalement de cette guerre sur la gouvernance minière. Comment vous la voyez? Évidemment, les mines, ce n'est pas simplement dans les Kivu, les mines, c'est aussi dans le pays. Est-ce qu'il y a eu un impact de cette question dans la gouvernance minière? Faustin? Bon, merci pour la question. Évidemment, l'impact, c'est évident, parce que vous savez déjà en termes de perception, quand un pays est déjà en guerre, c'est vrai qu'en termes de notation,
vous perdez quelques points, ça c'est évident. Même si quelque part, parce que vous voyez la guerre avec la superficie, la RDC, ça fait 2 300 000 km². Et quand la guerre se passe à 2000 km de la ville, s'il y a des institutions, on risque de croire que non, ça n'impacte pas la vie nationale, pour autant que c'est plus à l'est. Mais, sauf qu'en termes de gestion de l'État, c'est inévitable qu'on en ressente les coûts. Aujourd'hui, évidemment, selon les statistiques, on parle de pertes qui seraient encore de moins de 10% au niveau du budget de l'État. Mais déjà, quand vous perdez 10% des recettes au niveau du budget de l'État, dites-vous que ça va perturber votre plan de trésorerie. Énormément. Ça va certainement perturber votre plan de trésorerie. Ça, c'est inévitable. Mais le plus important, c'est que aussi, bon, vous voyez, ce qu'il y a comme instabilité politique à l'est du pays, ça impacte énormément sur non seulement les projets de développement au niveau du pays, mais surtout sur la gestion institutionnelle. Parce que c'est depuis pratiquement une trentaine d'années que l'est de la RDC est instable. Et l'instabilité, vouloir ou pas, ça va nécessairement influer sur la marche de l'État. Et on le sent même. C'est comme le corps humain. Quand une partie du corps est malade, évidemment, c'est tout le corps humain qui en ressent. Il ne faut pas dire que non, c'est parce que ça se passe juste au niveau des ongles que non, comme le cœur continue à battre et que je peux encore marcher. Évidemment, vous allez encore marcher. Vous aurez du mal à marcher tant que vous aurez un peu de mal au niveau des ongles. Donc c'est pour dire que inévitablement, il y a un impact. Mais aujourd'hui, la grande question, c'est comment minimiser l'impact au niveau de la gestion de l'État. C'est vrai qu'il y a un effort qui est fait au niveau de l'exécutif. Déjà, on l'a senti au niveau du budget de l'État. Il y a des ajustements qui doivent être faits. Bien sûr, on parle de la réduction du coût de la vie, mais on s'attend à ce qu'il y ait un collectif budgétaire avec la session de mars ici. Parce que normalement, on doit faire des ajustements, parce qu'il faut s'adapter. Absolument. La grande question, c'est qu'on est obligé de s'adapter. On le fait depuis 30 ans. C'est depuis 30 ans qu'on continue à s'adapter à la donne inévitable de l'Est. Et ça devient pratiquement comme une pieuvre. Ouais. Pour aujourd'hui, c'est encore pire parce qu'il y a quand même 2 provinces importantes qui sont occupées. Alors, Magardy, la même question sur l'impact de cette guerre par rapport au fonctionnement de l'État, par rapport à l'économie. Est-ce que nous sommes bel et bien dans une zone très rouge? Je crois que oui, je vais embrayer peut-être là où Fossin Kodiassa l'a fini. Certes, on peut minorer l'impact en termes de mobilisation, notamment sur les ressources. Mais il ne faudra pas oublier, en aval, c'est aussi une question qui consomme suffisamment les ressources de la République. Pour moi, c'est déjà une pierre difficile. C'est vrai, on va aller vers un collectif budgétaire pour pouvoir ajuster. Mais encore une fois de plus, au-delà de l'adaptation, c'est pouvoir recentrer le gros de ressources de la République pour résoudre un problème qui dure depuis toujours. Et pour moi, je crois que c'est le plus grand impact, ce qui nous permet, pour un État qui se veut aller vers les projets intégrateurs, qui veut se donner le moyen de son développement, ça veut dire que c'est une pierre d'achoppement qui nous contraint de rester au ras de sol, continuer à vivre cette politique peut-être curative comme on en a l'habitude depuis des années. Et pour moi, je crois que tant que cette question demeurera ainsi, on continuera à survivre de manière à ce que on sera peut-être à la limite à la bourre, continuer à attendre, continuer à débourser les ressources de la République pour résoudre un problème. Et c'est là où intervient la question essentielle de la gouvernance. Est-ce qu'il y a possibilité de renverser la donne? De lors que, je vais vous emprunter des mots que vous avez utilisés off-record, c'est si cette guerre aujourd'hui est, pour être un peu plus équilibrée, disons à 80% économique, est-ce qu'il y a possibilité aujourd'hui de trouver de voies et moyens, de trouver des stratégies un peu plus élaborées pour éviter que cela soit à la fois un élément qui touche au contexte sociétal de la République, mais qui nous coûte énormément aussi sur le plan économique. Ma chère. Alors, les finances publiques, parce que quand même, il a parlé des 10%, je m'étonnais un tout petit peu, je pensais que l'Est s'est contribué beaucoup, malgré que ça a augmenté les charges de l'État aujourd'hui, tout en diminuant ses recettes. Est-ce que les finances publiques ont la capacité de résilience par rapport non seulement à l'augmentation des charges, parce qu'on a augmenté les salaires, les stations des militaires, il faut acheter des armes, il faut faire la guerre, en même temps il faut gérer l'État. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Oui, il y a un impact aussi sur les finances publiques, parce que quand vous regardez depuis 2002, c'est plus ou moins la période où cette rébellion a commencé avec la prise de Bunagana et tout. Vous verrez qu'en 2022, on a dépensé plus ou moins
dans les 550 millions de dollars pour la défense. Mais quand vous allez en 2023, c'était plus ou moins 780 millions de dollars par année juste pour la défense. Et en 2023, quand vous regardez, on a atteint un budget de 1 milliard de dollars. Donc déjà l'impact est là, c'est-à-dire que les fonds publics que le gouvernement pouvait utiliser notamment pour des projets socio-économiques, des projets de développement, ils sont orientés vers la défense du pays, la défense notamment de ces deux provinces. Donc l'impact c'est déjà ça, c'est-à-dire que les ressources qui pouvaient aider au projet de développement sont reversées à faire la guerre. Mais dernièrement, j'ai produit un article sur nos productions minières. C'est juste pour vous montrer un peu l'impact. En 2024, nous avons exporté des minéraux de l'ordre de 33 milliards 600 millions de dollars. Alors quand vous prenez dans les 33 milliards 600 millions de dollars, vous verrez que 26 milliards 500 millions de dollars, ce sont le revenu du cuivre. Nous savons que le cuivre, c'est dans les Katanga. Oui, oui. Alors, la deuxième composante, c'est le cobalt. On a produit 198 millions de tonnes de cobalt. Ça valait plus ou moins 4 milliards 900 millions de dollars. Vous voyez déjà, avec les deux produits, les cuivres, 26 milliards 500 millions, et les cobalt, on est déjà à plus de 30 milliards. Et à cela qu'on ajoute un troisième produit qui est l'or. On a produit plus ou moins 26 tonnes d'or et la production presque totale de l'or s'est fait par Kibali Gold Mine et ça a rapporté plus ou moins 1 milliard 700 millions de dollars. Alors maintenant, les autres produits qui sont essentiellement produits dans les deux provinces, notamment les terres rares, le coltan, les tantales, le wolframite et autres, ça rapporte moins de 1 milliard de dollars quand on regarde selon les statistiques du ministère des Mines. Donc, l'impact, il y en a forcément, mais je dirais que cet impact est quand même assez minime par rapport à ce que nous produisons dans le reste du pays. Parce qu'avec les trois produits, les cuivres, l'or et les cobalt, nous avons plus ou moins 31 milliards de dollars de revenus d'exportation des minerais. Donc, vous voyez que c'est quand même, il y a un impact, mais c'est quand même minime par rapport au reste. Nous allons suivre le ministre des Mines parce que il a, depuis son arrivée, et puis quelques mois, quelques semaines, il y a des décisions de prise, des décisions par rapport à la guerre, par rapport à l'exploitation illégale des ressources. Nous allons suivre d'abord ce que le ministère lui-même reconnaît comme étant les avancées, et puis nous reviendrons ici pour les analyser. Suivant. Depuis la résurgence du conflit armé à l'est de la RDC, le ministère des Mines, sous l'impulsion de Kizito Pakabomba, joue un rôle clé dans la défense des ressources stratégiques. Face au pillage orchestré par le M23 soutenu par le Rwanda, une série d'actions fortes a été menée pour couper les circuits financiers alimentant la rébellion et renforcer la souveraineté minière du pays. Le 8 novembre 2024, à la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, en sigle, à Djouba au Sud-Soudan, le ministre des Mines a marqué le retour actif de la RDC après 7 ans d'endettement en régularisant les cotisations du pays. Il plaide pour une application rigoureuse des outils de traçabilité et de certification des ressources naturelles, insistant sur des réformes pour mettre fin à l'impunité. La RDC s'engage aussi dans l'initiative régionale contre l'exploitation illégale des ressources naturelles. Le 12 février 2025, Kizito Pakabomba classe les sites miniers de Massissi et Kaléé en sites rouges, interdisant leur exploitation pour assécher les sources de financement du M23. En fait, ce sont des territoires pour lesquels l'exploitation et la commercialisation des minerais est maintenant interdite. Pourquoi? Parce que cela rentre en fait dans un mécanisme qui institue ces zones rouges et qui permet à la République démocratique du Congo, dans le cadre des accords qui existent, que ce soit au niveau régional, mais également au niveau international, d'assurer
est bien d'identifier que ces minerais sont des minerais issus de zones de conflit et que ce sont des minerais qui ne répondent pas à la diligence raisonnable. Suite à la signature de cet arrêté, le ministère des Mines fera 3 demandes à la CIRGL. Remonter la chaîne d'approvisionnement des minerais exportés par le Rwanda pour identifier leur véritable provenance. Suspendre les certificats d'exportation CIRGL du Rwanda afin de rendre ces exportations illégales sur le marché international. Et appeler le pays membre de la CIRGL à saisir et confisquer les minerais rwandais en raison de leur origine illicite. L'impact est immédiat. Le 21 février, le Conseil de sécurité de l'ONU soutient cette décision et les États-Unis interdisent l'achat des minerais issus de ces sites, menaçant de sanctions toute entité contournant l'interdiction. Un peu plus tôt, du 3 au 6 février 2025, lors de l'African Mining Indaba, Kizito Pakabomba expose le blanchiment minier organisé par le Rwanda qui enregistre une production nationale des minerais illégalement extraits en RDC. Ils appliquent une traçabilité qui commence au traitement, pas à l'extraction, favorisant ainsi le blanchiment de nos ressources pillées en RDC, a dénoncé le ministre. Depuis l'occupation de plusieurs zones minières par le M23, la production rwandaise a inexplicablement augmenté, un indice réfutable du pillage en cours. Il appelle à un contrôle de l'extraction et non seulement lors du raffinage. 443 voix pour, 4 voix contre. La résolution dite sur l'escalade de la violence dans l'est de la RDC. Le 15 mars 2025, l'Union européenne sanctionne des dirigeants du M23, des officiers de l'armée rwandaise et un certain... Voilà. Nous avons suivi, c'est que le ministère de Mines a pris comme décision, et d'ailleurs, c'est sur ces décisions que nous allons essayer de commenter. Première décision, le ministre, une décision phare, c'est d'abord les sites rouges. Ça signifie ériger un certain nombre de sites en sites rouges pour que les minéraux venus de ces sites ne puissent entrer dans les commerces internationaux. Qu'est-ce que vous en pensez, Grady ? Je crois que nous, on en a parlé depuis un certain moment, parce que je crois que, si j'ai bonne mémoire, c'est l'article 6 du Code minier qui lui donne la possibilité de pouvoir aller sur ces démarches-là. C'est vrai que c'est une démarche essentielle maintenant, mais il ne faudra pas concevoir la face, ce n'est pas une mesure qu'on va garder éternellement, qui est fortement dépendante de la situation sur le terrain. Parce que quand on parle du Rwanda, on a parlé de la plus grande contamination en termes de matières premières, qui ont pris presque, si j'ai bonne mémoire, en 2024, 150 000 tonnes de coltan. C'est parce qu'ils ont établi une chaîne de production qui ne commence pas par l'extraction, mais qui commence par le traitement. Par le traitement. Donc, c'est par l'unité de traitement qu'on commence. Malheureusement, c'est pas comme si la plupart des gens qui interviennent dans ce marché ne le connaissent pas. C'est vrai, ils le connaissent, mais il y a encore à ces niveaux-là une implication dans les questions d'ordre diplomatique. C'est vrai, j'ai vu aussi le ministre prévoir une discussion, la signature d'un protocole avec l'Union européenne dans ce sens-là. C'est une très bonne chose, mais encore une fois, comme je l'ai dit, si la diplomatie peut continuer à faire un travail connexe à côté pour pouvoir ramener ces gens-là à la raison, ok, tant mieux. Mais économiquement, pour moi, c'est une mesure qui dépend essentiellement de la situation sur le terrain. Dès lors qu'on ne saura pas reprendre le contrôle, à un moment donné, il y aura pénurie. On parle aujourd'hui, par exemple, sur les matières stratégiques, et malheureusement que la Chine est un acteur majeur dans cette zone-là, c'est 15% de la production mondiale aujourd'hui. Et à la limite, pour moi, je crois qu'à un moment donné, à force des pénuries, ces marchés noirs-là reviendra à la charge pour pouvoir maintenir l'économie mondiale. Et donc, pour moi, c'est une très bonne mesure, mais après, il faudra que le gouvernement... Il faudrait que vous soyez un peu plus précis. Donc, ce qui est décidé, c'est que ces zones sont aujourd'hui déclarées zones rouges et que tout produit qui sortirait de cette zone-là n'aura pas la certification. Voilà. Mais maintenant, le problème, alors, en quoi est-ce que ceci peut être une mauvaise chose? Quand on parle de la certification, là encore, on est dans le process, dans le schéma traditionnel. Oui. Mais nous connaissons qu'il y a une sorte, j'ai envie de dire, de braquage à l'anglaise, à la limite. Quelle est la mesure que l'État aura aujourd'hui pour pouvoir contraindre à ce que le Rwanda a tendance à prendre de manière illicite pour pouvoir agrandir sa chaîne de production, malheureusement, peu convenable? C'est à ces niveaux-là que moi je pense qu'il y a un lien avec les approches sécuritaires. Le ministre a fait son travail, a fait son job aujourd'hui, et aujourd'hui le monde, puisqu'il y a eu un travail des diplomaties, notamment économique, qui a été fait en avance, c'est vrai, on peut compter sur ça. Mais là où j'ai mis un bémol, c'est là où j'ai dit que cette mesure ne peut pas durer pendant très longtemps, c'est que on est dans une sorte de, j'ai envie de dire, complot, je trouve ça un peu éphémère, mais l'Union européenne, je veux quand même rappeler cet élément historique,
s'est permis de signer avec le Rwanda des accords sur les matières stratégiques, si j'ai bonne mémoire, en février 2023, 3 mois après Ubaya tombe. Ça veut dire que c'est des gens, d'une manière ou d'une autre, en matière d'information, ils le ont. Mais aujourd'hui, c'est vrai, c'est faute de la diplomatie de la RDC qu'il faut un peu s'éblanchir sur l'espace international. Mais après, donc vous croyez qu'au fond, le business reste exactement. Pour moi, je pense qu'au fond, il y a un business, il y a un modèle de business de ces marchés noirs-là. Aujourd'hui, on peut en avoir suffisamment, on peut tirer l'épingle de notre jeu. Mais après, cette mesure-là n'est pas une mesure qui est appelée à durer longtemps. Il faudra que ça s'accompagne par des mesures sécuritaires. Malgré que le Conseil de sécurité a rejoint un peu le Congo en disant, voilà, désormais, on ne prend plus ces produits-là qui viendraient de ces zones. Bon, oui, évidemment, je suis d'accord avec une partie de ce que développe Gardi, mais il faudrait qu'on se mette d'accord sur certains préalables. Oui. C'est-à-dire, quand on parle de certification, on suppose que vous devez être avec des interlocuteurs, avec qui, évidemment, vous vous engagez à œuvrer dans un jeu comme ça. Alors, ce qui a été fait aujourd'hui au niveau du gouvernement, c'est vrai que le gouvernement fait les premiers pas, parce qu'il ne faut pas croire que comme Goma et Bukavu est occupé par la rébellion, que ça ne fait plus partie de la RDC. Le gouvernement continue à s'assumer. Pour autant que Goma et Bukavu sont considérés comme faisant partie de la République démocratique du Congo. Évidemment, prendre une décision que non, voilà, la partie est déclarée zone rouge, c'est bien, c'est un premier pas. Mais en face, il faut que les autres qui font partie de la chaîne du circuit de commercialisation adhèrent au projet. Et c'est là où ça pose problème. Parce que si vous déclarez que le coltan ou l'or qui sort de l'Est est déclaré impropre à être commercialisé sur le marché international, mais il faudrait que tous les autres pays, parce que l'or qui est exploité à Goma par exemple, ça sort par le Rwanda, ça sort par le Burundi, ça sort par l'Ouganda. Et je sais qu'avec ces pays, nous faisons partie d'une même communauté, la CIRGL. On a même un certificat de commercialisation des produits qui sortent de l'Est. C'est pourquoi j'ai dit, bien sûr, Kinshasa peut faire le premier pas. Mais il faudrait maintenant se poser la question, est-ce que les autres adhèrent à la même demande? C'est à vous de répondre à la question. Est-ce que la demande du Congo, parce que le Congo a demandé qu'on puisse repousser, sinon suspendre le certificat CIRGL du Rwanda, les certificats d'exportation. Est-ce que la CIRGL a-t-elle accepté cela? Mais c'est justement là où je vais arriver. Parce que si le Congo produit, ou si l'or ou le coltan qui sort de la RDC, en amont, au niveau de la production, il doit être vendu quelque part. Pour être vendu quelque part, il y a des intermédiaires certainement, pour que ça arrive finalement au consommateur final. Je vais faire une parenthèse pour que je me fasse comprendre. Selon les dernières statistiques, on sait que le grand client de l'or, qui passe généralement par le Rwanda, c'est le Qatar. Et le grand client du coltan, qui passe aussi par le Rwanda, c'est la Chine. C'est pourquoi je me pose la question. Bien sûr, vous pouvez prendre le devant comme Kinshasa l'a fait, en déclarant ces minéraux être une zone rouge, sortant d'une zone rouge. Mais est-ce que quelque part, tous les partenaires qui interviennent dans la chaîne, est-ce qu'ils ont la même compréhension de la chose? Vous avez parlé est-ce que la Chine, par exemple, est-ce que la Chine va cesser? Est-ce que tout le monde joue frangé? C'est ça le grand problème. C'est vrai que l'ONU peut prendre une décision. Ce n'est pas parce que le Conseil des Nations Unies s'est prononcé que les minéraux ne sortent plus de l'Est. On continue à vendre. Et le Qatar continue à acheter son or. La Chine continue également à acheter son coltan. C'est pourquoi j'ai dit, tout se joue sur la sincérité des partis. Si vraiment la communauté internationale, les pays qui participent à la chaîne, s'ils veulent vraiment porter la cause de la RDC, il ne faudrait pas que le Congo continue à crier du jour au lendemain. Ils vont adhérer automatiquement. Aujourd'hui, si la Chine dit par exemple, non, les coltans que j'achète généralement par le Rwanda, là, c'est un coltan impropre. Il va chercher ailleurs. La mesure aura un impact. Si aujourd'hui le Qatar dit par exemple, non, je ne veux plus acheter l'or qui passe par le Rwanda, la mesure aura un impact. Mais si ces gens-là continuent à entretenir le même commerce, nous on va beau crier comme la cigale, mais ça ne va pas changer. La Chine, qui est quand même un pays du Conseil de sécurité, avec droit de veto, une résolution du Conseil de sécurité a été prise, elle s'impose à toutes les nations qui ont adhéré à la Charte des Nations Unies. Vous pensez que malgré une résolution, la Chine peut continuer à entretenir ce commerce et tout? Et le Qatar aussi? Oui, vous êtes bien placé pour savoir qu'il y a des tonnes et des tonnes de résolutions des Nations Unies
qui ont été prises et qui ne sont jamais respectées. En fait, à l'université, il y a un de mes professeurs qui me disait toujours, les droits internationaux, en fait, c'est fait pour les États faibles, c'est pour juste remettre au pas les États faibles, parce que tous les États forts, ils ne le respectent pas. Et les exemples sont les gens, l'Irak, la Libye, et voilà. Donc, malheureusement, le ministre des Mines a pris une bonne décision, mais pour sa réussite, ça dépend de la bonne volonté de ceux qui achètent le minerai, des minéraux produits dans cette zone-là. C'est pourquoi moi je pense, Willy, avec ce qui arrive actuellement, moi je pense que c'est un moment important pour la RDC, en fait, de revoir ses partenariats avec la communauté internationale. Selon que vous êtes notre partenaire et que nous avons un problème, on pose un problème. Vous êtes la Chine, j'ai commencé par donner les statistiques ici. Vous voyez que la Chine absorbe les gros de notre production minière, que ce soit les cuivres ou les cobaltes. Mais pourquoi la Chine doit continuer à acheter illégalement de produits qui sont pillés dans la partie est de la RDC? Donc il revient maintenant, je pense que c'est le moment pour la RDC de renégocier ses alliances, ses partenariats internationaux. Parce que selon que les Chinois ils tiennent à l'accord que nous avons avec eux, on a quand même un accord stratégique avec la Chine et tout. Voilà, je pense que c'est là où les gouvernements, maintenant la diplomatie devait se diriger vers notamment la Chine, vers les Émirats Arabes Unis et les Qatar, pour leur expliquer que, en tout cas, vous ne devez pas obstruer, notamment à une résolution des Nations Unies qui interdit les commerces de minéraux produits dans ces zones rouges. Évidemment, je vais ajouter un mot, Willy, si vous le permettez. Vous savez, le monde tel qu'il est organisé aujourd'hui avec le libéralisme actuel, là, il ne faut pas que nos pays croient que les relations économiques, c'est juste sur la clémence. Jamais. Malheureusement, chez nous, à Kinshasa, on a l'impression que non, il faut que les autres là se soucient de nous, on a trop souffert, il faut qu'ils essaient un peu de se consoler. De bons sentiments. De bons sentiments. Ça, c'est révolu. C'est révolu. Parce que vous ne pouvez pas comprendre que la Chine, qui est supposée être très proche de nous, continue à acheter du coltan que nous on dénonce. Vous ne pouvez pas comprendre que le Qatar, et ça ne m'étonne pas que le Qatar aujourd'hui est très actif sur le plan diplomatique, certainement pour des intérêts économiques, vous l'avez dit. La guerre est essentiellement économique. Il veut protéger ces circuits d'approvisionnement. Donc il faudrait quelque part à Kinshasa qu'on sorte un peu de notre profond sommeil là. Qu'on ne croit pas que non, le monde aura pitié de nous parce qu'on a trop souffert. Non. Il faut qu'on arrive quelque part à s'imposer. D'abord, pour s'imposer, il faut d'abord poser un bon diagnostic, comprendre qui sont nos interlocuteurs et comment les contraindre à s'allier à notre cause. Je peux ajouter également un élément. On va passer au sujet, quand on parle par exemple de la Chine, moi je pense qu'aujourd'hui, parmi les gens qui ont annoncé avant l'activation de l'article 6 du Code minier, l'idée c'est également de pouvoir prendre une approche diplomatique. Pourquoi? Parce que la Chine par exemple aujourd'hui, qui de par ce marché a pris de l'ascendance, même en termes d'armement nucléaire sur les États-Unis, pour des raisons commerciales, ne va pas l'abandonner juste pour nos beaux yeux. C'est là devient la difficulté. Et au-delà de ça, c'est vrai, on peut vouloir porter un coup au Rwanda qui en bénéficie jusqu'à un marché estimé à $1 milliard. Mais le problème, c'est que qu'est-ce que nous on propose en contrepartie? Quelle est la politique mise en place? Il ne faudra pas qu'on aille continuer à chercher à commander à l'aide de monde. D'où la question, pour moi, la thématique de l'émission, c'est la gouvernance dans le secteur minier. Je pense qu'il y a eu une idée qui est en train d'émerger maintenant, peut-être qu'on aura le temps d'en parler, mais encore une fois de plus, moi j'ai peur que comme en 2008, que nous posions le même base qui vont nous ramener dans le problème comme autrefois. Alors parmi les décisions prises par le ministère des Mines, parce que nous parlons de gouvernance minière, il y a eu aussi cette suspension des exportations du cobalt, parce que les prix du cobalt ont tellement baissé au point que les prix sur le marché avoisinaient pratiquement le coût de production. Alors, depuis lors, comment vous avez évalué cette décision? Est-ce qu'elle est profitable au pays? Bon, est-ce que cette décision va aller jusqu'où? Quels sont les lieux
des décisions? À quel moment on va atteindre un moment critique pour dire voilà, nous attendions que ça atteigne tel niveau pour reprendre? Amédée, vous qui avez vraiment la connaissance de ces chiffres-là. Oui. En 2024, la RDC a produit 198 000 tonnes de cobalt. Et ça représente plus ou moins 60 à 70% de la production mondiale. Oui. Ça veut dire que nous sommes un poids lourd à ce qui concerne la production du cobalt. Et donc, nous pouvons bouger les lignes sur le marché international du cobalt. Mais il s'est fait malheureusement que depuis un temps, en 2022 par exemple, le cobalt était jusqu'à plus de 80 000 $ la tonne en 2022. Mais c'est parti, le prix est parti à la baisse jusqu'à atteindre 20 000, 21 000 il y a 3-4 semaines. Donc on observe que depuis que le ministère, l'ARESCOM a pris cette décision, certainement dictée aussi par le gouvernement, on observe que la tendance est à la hausse sur le marché international. La semaine passée, le cobalt a atteint même 35 000 $ la tonne. Ça s'est rabaissé. Mais c'est à la hausse au profit de qui? De ceux qui vendent, parce que vous ne vendez pas. Si les prix augmentent et que vous n'avez pas de marché de produits sur les marchés, vous n'allez pas en bénéficier. Non, mais, nous faisons le travail des autres alors. Non mais Willy, quand vous savez qu'il y a les entreprises minières qui payent l'impôt sur les bénéfices, c'est profit. Et donc, s'ils vendent à un meilleur prix, nous en bénéficions aussi en termes de recettes. Il est vrai, je comprends le fond de votre question. Oui. Le problème, c'est que c'est vrai. Je parlais ici des 33 milliards 600 millions de dollars d'exportation en 2024, mais nous savons que toutes ces entreprises minières qui produisent, c'est des entreprises à capitaux étrangers. Et voilà. Donc, là où nous avons des participations, nous sommes minoritaires, et c'est ça. C'est la question. Mais je reviens à ma question. Vous allez, elle vaut pour tout le monde ici. C'est vrai que le gouvernement décide de ne pas exporter. Et l'effet est immédiat. Les prix, parce que vous créez la rareté, les prix augmentent. Bon, maintenant, vous bénéficiez de quoi? Ceux qui ont retenu la marchandise, bon, ils l'ont à la maison. Hein. Ils ne la vendent plus. Mais moi, je pense qu'il y a un effet de chaîne, comme vous le dites. C'est vrai que la plupart des sociétés sont des sociétés à capitaux étrangers. Mais la vérité, c'est qu'on ne va pas les mettre sous le paillasson. Juste parce qu'on veut continuer sur la mesure. Quand l'offre atteint un pic, je crois que la règle, comme vous venez de le dire, était de pouvoir trouver un moyen d'équilibrer. Je crois que ne serait-ce que pour des raisons de principe à ces niveaux-là. Maintenant, si on entre dans le fond sur les dividendes, c'est vrai qu'on est le maillon faible en termes de profit. Mais la réalité, c'est que pour moi, c'était une décision logique dans ce contexte-là. Au-delà de quelques éléments, je dirais pas benins, évoqués par Amédée Morabou, qui constituent quand même quelque chose. Mais dans le fond, pour moi, n'est pas affecter le capitaux de ce société. Alors, une autre question, peut-être dans le même ordre d'idée. La raison évoquée pour la diminution du prix du cobalt, c'est une surproduction. Surproduction, exact. Et la surproduction venant de la RDC. De la RDC. Exact. Alors, bon, maintenant, est-ce que au lieu d'arrêter l'exportation, pourquoi on ne peut pas penser à des quotas d'exportation? C'est une bonne question. Mais vous y répondez. Est-ce que je peux dire un mot par rapport à ce qu'Amédée et Gardi ont développé tout à l'heure là? Moi, je partirais d'abord de quelques postulats. D'abord, je considère cette décision-là une décision tout à fait émotionnelle. Elle est émotionnelle. Qui ne profite en rien à la RDC. Par rapport à quoi? Essayons de voir la réalité en face. Qui produit en RDC par rapport au cobalt? Ces entreprises sont totalement étrangères. Pas dans la production de 198 000 tonnes de cobalt produit en 2024 qu'évoque Amédée, la GECAMINE ne représente même pas 10%. Non, c'est autour de 15%. Autour de 15%. Bon, disons, c'est entre 15 et 10%, c'est la moyenne. C'est pour dire que la GECAMINE, qui est entreprise de l'État, ne pèse pas dans le cobalt qui est produit en RDC. C'est un cobalt qui est produit par des multinationales étrangères. C'est que quand vous prenez une décision, ça n'impacte pas forcément les pays en tant que producteurs, mais ça impacte les opérateurs en tant que miniers. Ce sont eux qui produisent. Et vous savez, comme tout bon opérateur, il établit un budget annuel en fonction de son cycle de production.
Et quand aujourd'hui le gouvernement se réveille, sans les consulter au préalable, ceux qui produisent, ceux qui subissent toutes les contraintes des terrains, disent non, on suspend pendant 4 mois. Déjà, économiquement, c'est irrationnel. Parce que ça perturbe leur cycle d'exploitation. C'est pourquoi moi je dis quelque part, je l'appelle décision émotionnelle parce qu'on prend une décision alors qu'on n'a aucun moyen de contrôler la production. C'est vrai qu'il ne s'agit pas de contrôler la production, il s'agit de contrôler l'exportation. Mais à l'exportation, il y a un certificat que les mais justement, contrôler l'exportation, on suppose que vous avez produit. Vous ne pouvez pas contrôler les exportations. Non, c'est les certificats pour exporter viennent du gouvernement. Du gouvernement en tant que régulateur. Non, je m'explique. D'accord. Laissez-moi aller en profondeur par rapport au fil d'idées. Okay. Je considère que, en fait, l'État a voulu simplement prendre cette décision en copiant l'exemple de l'OPEP, par exemple. Vous parlez de quotas de production. L'OPEP joue sur les cours du pétrole en jouant justement sur les quotas. Mais à la différence de la RDC, les pays de l'OPEP sont des producteurs. Quand l'Arabie Saoudite veut peser sur le cours du pétrole, c'est parce qu'il produit. Quand le Venezuela veut peser sur le cours du pétrole, c'est parce qu'il produit. Quand il veut faire des quotas d'exportation de son pétrole, c'est parce qu'il produit. Mais la différence de nous, la RDC ne produit pas. Ce sont les miniers, les opérateurs privés qui produisent. C'est vrai que la décision, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, qui en profite finalement? Pour autant que pendant les 4 mois, nous, on ne vend pas. Ce sont certainement qui ont en stock des réserves de cobalt qui profitent de cette embellie de cours sur le marché. Et finalement, on a pris cette décision par rapport à quoi? Les mêmes entreprises à qui vous interdisez d'exporter, ce sont les mêmes entreprises à échéance, en termes d'impôts, à qui vous allez exiger de payer des impôts selon les codes miniers, selon le droit fiscal. Alors, jusqu'à quel niveau? C'est pourquoi j'ai dit, ce n'est pas une décision qui a été bien réfléchie et qui est économiquement irrationnelle. Oui. Je crois que le détail, c'est que dans la thèse de Faustin Goudiassala, il y a eu une réponse à votre question. Oui. À la difficulté, c'est que le principe de quotité, l'État ne pouvait pas y prendre parce que ne maîtrisons pas ce que lui appelle la production. Oui. Dans ce contexte-là, l'État ne pouvait pas aller dans cette tangente. En fait, il n'influe pas. Il n'influe pas. Mais maintenant, sur la décision, je ne partage pas le point de vue de Faustin Goudiassala qui estime... C'est tout à fait logique, mais moi je pense. C'est vrai, il part d'échéance en termes de paiement de fiscalité, mais le problème c'est que déjà que quand on est le maillon faible de dividendes à tirer, je ne pense pas que la baisse du prix nous profiterait également. À la limite, qu'est-ce qu'on fait? Je ne pense pas qu'on aurait fait autrement que de pouvoir aller dans cette tangente-là. Question de retrouver un équilibre de prix qui influe sur une économie coloniale comme la nôtre. Mais il y a le problème, c'est que ça dit, la mesure qu'on a imposée pendant 4 mois, en fait, ça profite, je crois qu'il a clairement posé le problème. À qui profite cette mesure? Est-ce à l'État congolais ou aux miniers? Maintenant, la question c'est... Et vous vous rendez compte que ça ne profite ni à l'État congolais, bien au contraire, ça défavorise les miniers. Non, mais Faustin, il faut prendre les choses telles qu'elles sont. En fait, on était à un stade où les prix du cobalt baissaient jusqu'à 20 000. Jusqu'à moins... C'est-à-dire que les opérateurs miniers risquaient de tomber dans le prix des rivières sans gagner quelque chose. Et alors, s'ils ne gagnent pas, ils vont payer quoi comme résultat? Vous savez, Amédée, les marchés, généralement, les marchés des métaux. Les marchés des métaux, c'est un marché. Qu'est-ce que le gouvernement aurait dû faire pour pouvoir influer sur le prix? Le prix du cobalt, parce que c'est la seule mesure à sa disposition. Qu'est-ce que le gouvernement aurait pu faire? Pour l'instant. Bon, pour l'instant, évidemment, vous savez, chez nous, on est habitué à la conjoncture. À aller un peu dans les extrêmes. C'est-à-dire, quand on vous dit que vous pesez 60% des réserves mondiales de cobalt, vous pensez que vous êtes les seuls à les produire. Vous savez, aujourd'hui, notre cobalt qui est exporté là, c'est exporté sous forme de cathodes de cobalt. Et c'est raffiné ailleurs. Parce que nos produits, quand ils dépassent la frontière, comme généralement c'est exporté à partir de la frontière de Kasumbalé, dès qu'ils dépassent les frontières là, ce n'est plus un produit congolais. Parce que le cobalt qui est aujourd'hui vendu sur le marché, en tout cas le cobalt qui est demandé par les industries de batteries et ainsi de suite, ce cobalt-là n'est pas congolais. C'est un cobalt qui est généralement chinois. C'est que quelque part, il faut... Moi, je considère que... C'est-à-dire, il faut... Vous savez, on est tombé quelque... Bon, c'est un mal qui nous ronge depuis une vingtaine d'années. C'est-à-dire, on est toujours habitué à dire que non, voilà, on est un scandale géologique, on est ceci, on est ceci. On croit que non, si du jour au lendemain on s'élève, on dit, bon, désormais ça se passe comme ça, et directement ça va influer sur le reste du marché. C'est tout à fait différent.
Parce que même avec les Nous allons prendre des Parce que même avec les couilles, J'aurais accepté que Fossa Koudiassa prenne cette mesure, ne serait-ce qu'un non, mal nécessaire. moi j'ai dit, bon, À la limite, ça permettrait d'être... évidemment, je ne suis pas le gouvernement, parce que je n'ai pas tous les paramètres, Exactement. tous les paramètres entre les mains. Exactement. Mais je considère que la mesure telle qu'il nous a été présentée, je ne vois pas en quoi ça profite à l'État congolais. Alors, il faut je vais poser observer, une avant-dernière question parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais ce sont des émissions qui sont importantes quand vous donnez des informations comme celle-ci. Alors, il y a une problématique, je voudrais savoir, parce que le gouvernement dit qu'il ne contrôle que peu de pourcentage dans les différents deals. Il y a une philosophie générale qu'on développe dans les milieux miniers, surtout dans les milieux institutionnels, où on voudrait que l'État redevienne producteur. On voudrait que l'État a dilapidé ses ressources minières en les donnant à des JV. Aujourd'hui, on pense que le Congo doit redevenir un Congo producteur et que ça ne soit pas seulement un Congo régulateur. Qu'est-ce que vous pensez de ce retour de l'État? Est-ce que l'État peut redevenir producteur? Je pense, à mon humble avis, la question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi on s'est focalisé sur les jeunes ventures particulièrement. Le problème, c'est l'État. Tant que l'État demeurera ce qu'il est aujourd'hui, je ne pense pas que le retour est possible. Tant que l'État demeurera justement cette machine à tirer vers le bas, ça sera le plus grand problème, à mon sens. Moi, je pense que le problème... Mais il n'y avait pas de moyens pour pouvoir développer les mines. Alors, cette les entreprises de l'État, je vous donnerai une réponse et vous allez continuer. Oui, mais cette thèse-là demeure encore jusqu'à aujourd'hui. Si vous posez la question à l'État, il vous dira qu'il y a un problème de moyens. Aujourd'hui, l'État a un peu plus de moyens que hier. Non, mais il a un peu plus de moyens, mais avec beaucoup plus de charges. Le problème, c'est qu'allez regardez la programmation financière de cette. Regardez comment il répartit les choses. Regardez, c'est vrai, on nous a parlé ici avec le gouvernement souminois, près de 48% de budget vers l'investissement. La réalité est là, sur terrain. C'est bien beau de vouloir faire évoluer les choses, mais la réalité pour moi, est-ce que l'État congolais, vous pensez à quelles conditions il peut redevenir producteur? Pour moi, je crois que c'est dans des conditions, ça sera un État qui sait exactement dégager des capitales productifs pour aller vers les vrais projets, pour moi, à ce sens-là. Tant qu'on sera cette économie, cet État qui continue à consommer l'essentiel de ses ressources, tant qu'on sera cet État qui est dans les politiques curatives, pour moi, je pense qu'on risque de revenir à la case départ. Et à mon sens, je crois qu'au regard des éléments en ma possession, je ne pense pas qu'on soit encore suffisamment assez mature pour aller vers la production. Oui, vous savez, tout est question de volonté politique, moi je pense. Vous savez qu'en 2024, le gouvernement congolais a levé sur le marché des bons du Trésor, des bons et obligations du Trésor, 1,6 milliard de dollars. Dans le pays ici. Dans le pays, sur le marché financier on en a encore pris en janvier 2025. 1,6 milliard de dollars empruntés sur le marché financier local en 2024. Mais s'il y avait cette volonté politique, on pouvait réinvestir. Vous savez que le plan de relance global de l'AMIBA, c'est à peine 450 millions de dollars. 450 millions de dollars. Mais je viens de vous dire que nous avons levé sur le marché financier 1 milliard. 1,6 milliard de dollars. Mais s'il y avait cette volonté politique, on pouvait relancer totalement la GECAMINE. Donc, pour moi, c'est juste une question de volonté politique. Parce que l'argent, les gouvernements ont l'argent. Donc, volonté politique, ça voudrait dire exactement quoi? C'est qu'il a dit, donc, investir dans les secteurs productifs. Investir dans les secteurs productifs, mais surtout aussi, parce que vous savez, il y a l'année passée, il y a les think tanks américains, Atlantic Council, qui a publié une étude sur les secteurs extractifs, notamment en Afrique. Et il conseille à ce que aux États africains, parce qu'on a remarqué qu'on a, selon les études, c'est que d'ici à 2030, il y aurait plus ou moins 220 milliards de dollars qui seront investis dans les secteurs miniers. Mais c'est fait que l'Afrique ne pourrait capter que autour de 10% de ces fonds. Pourquoi? Parce que en Afrique, notamment en RDC, il y a une absence des études fiables qui puissent permettre aux investisseurs de venir investir dans le pays. Donc, si déjà nous pouvions investir dans l'exploration pour savoir avec netteté ce que nous avons comme encore gisement minier, que ce soit encore dans les Katanga ou dans la partie Est,
Mais cela peut attirer des investissements ou même, pour répondre à votre question, pousser l'État congolais lui-même à investir dans le mine. Il y a quelques années, nous avions la GECAMINE qui était tout puissant, qui produisait la totalité de notre cuivre et de notre cobalt. Donc on peut les redevenir, en tout cas s'il y a volonté. Je peux dire vous allez répondre à une question en même temps que vous dites ce que vous allez dire. Parce que dans le domaine de retour aux mines, retour à l'investissement, le ministère des Mines a quand même sollicité les faux mines pour une exploration systématique de notre sous-sol. Parce que dans le cadre des piliers du ministère, il y a le pilier de la diversification. Ça signifie le gouvernement congolais veut diversifier, non seulement rester dans le cuivre et le cobalt, mais ils ont ajouté le zinc, ils veulent ajouter d'autres types de produits miniers. Et pour ça, il faut qu'il y ait quand même de l'exploration. Alors, on a parlé de beaucoup de moyens pour l'exploration systématique. Est-ce que ceci ne peut pas soulager la conscience d'un certain Faustin qui doute beaucoup de ce que l'on peut faire de bien? Non, moi je doute pas, moi je suis réaliste simplement, doublé du pragmatisme évidemment. Oui. Quand Amédée évoque une bonne volonté politique pour que l'État congolais redevienne producteur, moi je lui retourne cette hypothèse en lui disant, justement si aujourd'hui notre secteur minier est ce qu'il est, c'est parce que c'est l'effet d'une naïveté politique. En fait, nos dirigeants ont osé faire à une certaine époque ce que Mobutu n'a jamais tenté en 32 ans, démanteler la GECAMINE. Parce que Mobutu savait que la GECAMINE c'était le poumon économique de la RDC. Mais il avait laissé et que quelque soit il n'y avait rien à la bon, là évidemment c'était avec les années troubles de la démocratie. Il n'y avait absolument rien. C'était avec les années troubles de la démocratie. Quand Mobutu s'était en fait accroché à son pouvoir. Mais la GECAMINE a quand même gardé il s'est totalement perdu. Mais au moins pendant les années fastes de la GECAMINE, la RDC respirait. Parce que vous ne pouvez pas comprendre que quand on avait quand même le contrôle de notre cuivre et de notre cobalt, la GECAMINE contribuait à 70% au budget de l'État. Mais quand on l'a démantelé, maintenant on se contente juste de maigre. On m'a dit tout à l'heure à évoquer un chiffre de 33 milliards comme revenu minier en 2024. J'aurais voulu qu'il aille jusqu'au bout en disant qu'est-ce que l'État a tiré de ces 33 milliards en termes d'impôts et droits et taxes. Vous remarquez que ce n'est même pas 5 milliards. En tout cas, si c'est beaucoup, c'est 3 milliards. C'est 5 à 6 milliards. C'est 5 à 6 milliards. Ouais. C'est pourquoi moi je considère que revenir, parce qu'il faudrait qu'on comprenne un peu qu'est-ce qu'un investissement minier. Un investissement minier, c'est pas tu plantes aujourd'hui, tu vas récolter le lendemain. 30 ans. En principe, la maturité pour un retour en investissement, il faut compter au-delà de 10 ans. Et je ne vois pas dans les conditions actuelles l'État congolais redevenir producteur. Même si Amédée nous emballe avec les chiffres des obligations d'1 milliard, mais 1 milliard d'investissement dans le secteur minier, c'est dérisoire. C'est une goutte d'eau dans le sang. C'est une goutte d'eau. C'est pourquoi moi je dis, en fait, je considère, quel que soit ce qui s'est passé avec la GECAMINE, mais je considère qu'on a été naïf. Quelque part, il faut qu'on accepte nos propres erreurs aussi. Quand on a été emballé par les partenaires, tu vois, quand on arrive en 2002 là, parce qu'on a été en rupture de coopération pendant une dizaine d'années par exemple, depuis Mzee. Quand on arrive en 2002, Kabila est président, on renoue avec les fonds monétaires, et on renoue avec la Banque mondiale, on était quelque peu emballés. Et ces gens nous ont entraînés dans quelque chose qu'on n'a rien compris. Ils nous ont dit non, il faut libéraliser, on a fait deux on fois. Va libéraliser. On a parlé des contrats léonais, on a parlé de la révision du contrat, on a parlé même de la révision du code minier. On s'est rendu compte par la suite qu'on s'était trompé. On s'était rendu compte que c'était trompé. Alors malheureusement, même en corrigeant, on a mal corrigé. Voilà, maintenant je vous pose la dernière question parce que là on me signale que le temps est passé. Alors vous allez vraiment simplement évoquer la question parce qu'on n'aura pas le temps de la développer. Alors parce que nous parlons de sécurité. On n'a pas encore dit que c'est exact, on ne connaît pas encore les termes, si même il y a des discussions autour, mais on parle quand même de ces deals avec les Américains, deals minerais sécurité. Bon, évidemment, il n'y a rien sur la table. Bon, mais on ne peut pas ne pas évoquer la question. Alors, je voudrais voir sur cette question-là votre analyse très rapidement. Okay. On commence par notre ami Diana. Oui, je reviens, mais je voulais, avec votre permission,
j'ai trouvé un mot pour moi qui Oui. répondait à la question pourquoi l'État ne peut pas être producteur maintenant. Parce que pour moi, j'ai l'impression que cet État fonctionne régulièrement avec des budgets déficitaires. Dès lors que le contexte est pareil, il est difficile que cet État-là devienne producteur dans ces secteurs-là. Sur la question le New Deal avec les États-Unis, je l'ai presque effleuré lors de ma deuxième prise de parole. Pour moi, j'ai l'impression qu'on veut retourner à la case départ. Et pour moi, c'est un deal dicté essentiellement par le besoin sécuritaire. Et généralement, il ne s'est pas caché pour ça. et généralement, dans ces contextes-là, c'est là où on a tendance à laisser nos plumes. Malheureusement. Je fais confiance, on nous a dit qu'il y a une task force qui réfléchit sur toutes les options. On va leur accorder le bénéfice du doute, mais on a peur de retomber dans le contrat de 2008 avec la Chine. Le souci, c'est cette envie d'aller vers le multilatéralisme, juste pour réduire l'influence des autres, ou encore changer de cap. Mais dans le fond, aujourd'hui, la nécessité, est-ce qu'aujourd'hui, on pense que dans le même contexte, on saura tirer suffisamment des dividendes sur nos ressources minières avec nos partenaires traditionnels qui ont Donc déjà vous été... êtes un tout petit peu sceptique. Un peu. Ok. Faustin, sur la même question. Bon, moi, je tenterai d'être le plus bref possible. Moi, je crains que cette affaire-là résolve un problème de manière durable. Parce qu'on est en train de suivre ce que les Américains discutent maintenant avec l'Ukraine. On est à peu près dans le même modèle. Et quand vous discutez d'un pareil accord en état de faiblesse, parce que reconnaissons qu'on est faible, vous risquez de vous retrouver dans la position d'un soumis. Et c'est ce que j'ai Ne craint. faut-il pas être faible que mort? Bon, vous faites tout dépend. La culture du moins C'est normale. quoi? La culture du moins normale. Vous craignez qu'on n'a même pas le temps de discuter. Non, il faut pas non plus tirer trop sur la... Discutons quand sur la on est encore corde, en vie. en vie. Bon, accordons le bénéfice de doute au task force qui a été mis en place. Parce que l'autre crainte, à mon avis, c'est surtout cette confrontation inévitable avec la Chine. Chine et États-Unis. Oui. Alors il ne faudrait pas que la RDC soit ce terrain-là. Parce que ça nous serait... Le soir à nouveau. Amédée, pour terminer. Oui, Willy. Moi, quand je vois ceux qui sont devenus des pays comme le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Koweït, qui sont des pays qui sont sous la protection sécuritaire américaine, je donne en tout cas toutes les chances, en tout cas à ceux qui réfléchissent sur ces dossiers, de manière à ce que nous puissions quand même sortir de ces crises répétitives sécuritaires de l'Est de la RDC. Donc, si hier il y a eu des deals minéraux contre infrastructure, pourquoi on ne les ferait pas aujourd'hui minéraux contre sécurité? Parce que quand il y a la sécurité, les développements peuvent venir. Mais ce que tu ignores, Amédée, c'est que les deals minéraux contre infrastructure avec les Chinois, l'enfantement a été totalement douloureux. C'est un deal qui est parti de 9 milliards pour être revu à 6 milliards. À cause de FMI. À cause du FMI. Des FMI, pas à cause des À Chinois. combien plus forte raison maintenant qu'on est sous contrainte Donc, sécuritaire? moi, je donne toutes les chances à ceux qui discutent de ces deals et je voudrais vraiment que ça puisse se conclure de manière à ce que le pays, si la RDC ajuste la paix, je suis sûr que nous pouvons redécoller véritablement. Merci beaucoup, chers confrères. En tout cas, je suis très très honoré de votre présence ici. Ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas entendu des choses raffinées, des choses élevées et surtout des choses pointues. Chemin Critique a été vraiment honoré et nous avons le plaisir de vous avoir pris dans cette émission. Surtout, je voudrais remercier Amédée Moirabou. Je rappelle, vous êtes journaliste, finance et entreprise. Je voudrais remercier Mike Gardi Diana, qui est des Zoomeco. Et je rappelle aussi Faustin Kouadiesala, qui est des EcoNews pour ce soir. Ça a été pour nous un plaisir, surtout d'évoquer la gouvernance minière. Nous encourageons le gouvernement à prendre des décisions fortes, puissantes, mais surtout, comme l'a dit l'un sur ce plateau, à être pragmatique, à être efficace, parce que l'État doit être efficace. Au revoir et à la prochaine.